Donc la maladie de Lyme, mythe ou réalité, on va essayer de suivre un déroulé assez classique sur ce qu'on sait, quelques données un peu françaises, terrain qu'on a pu obtenir nous au laboratoire, et puis on terminera par des choses classiques sur le traitement et la prophylaxie. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail des doses, etc. de traitement, ça c'est à voir avec les vétérinaires traitant directement. Mais on verra un petit peu ce qu'on peut faire, pas faire et les risques qu'il peut y avoir à traiter et dans quel contexte. Le constat tout d'abord, il est, en tous les cas, nous au laboratoire, c'est quand même un gros volet des appels qu'on reçoit, que ce soit des détenteurs, propriétaires, cavaliers ou des vétérinaires qui nous appellent un peu avec ce type de profil. Mon cheval est en méforme, il a une sérologie positive pour la maladie de Lyme. Quand on le traite avec des tétracyclines, ça va mieux. Donc, est-ce que c'était bien ça et est-ce qu'il est guéri? Les limites un peu de ce constat, c'est ce que des auteurs grecs, il y a très longtemps, avaient appelé le syllogisme démonstratif et qu'on pourrait un peu illustrer par mon père est grec, mon père est barbu, et donc tous les Grecs sont barbus. Donc, c'est un petit peu la même chose et c'est le même amalgame qui est fait quand on dit mon cheval a une sérologie positive, mon cheval est traité et mon cheval va mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément sûr que le fait que le cheval ait une prise de sang avec une sérologie positive soit la représentation du fait que votre cheval est bien malade de la maladie de Lyme. On n'a aucune idée aujourd'hui très claire de la durée pendant laquelle le cheval reste séropositif. Vous verrez par la suite que nous, on a suivi des chevaux qui sont restés plus d'1 an, presque 2 ans positifs. Donc le fait de le retrouver positif à un instant T, est-ce que ça veut dire qu'il est forcément encore malade? L'autre problématique qu'on a, c'est que les tétracyclines, qui sont les antibiotiques classiquement utilisés pour traiter la maladie de Lyme, ne traitent pas que la maladie de Lyme, donc on n'est pas forcément sûr que le cheval n'a pas été traité contre autre chose. Et puis on sait aussi que les tétracyclines ont une petite action, par exemple anti-inflammatoire, qui peuvent aussi de temps en temps résoudre quelques problèmes. Donc voilà, le constat est donc que c'est souvent des questions un peu embarrassantes que tout le monde se pose et sur lesquelles on va essayer un petit peu de refaire le point. Les questions sous-jacentes à tout ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous sous-diagnostiquons la maladie de Lyme? C'est dans tous les cas ce qu'on a longtemps pensé, c'est le propre aussi de ce que soulignent souvent des associations de patients en médecine humaine. L'autre question, c'est est-ce que nous ne surdiagnostiquons pas la maladie de Lyme? Et donc le corollaire, est-ce que nous ne surtraitons pas cette maladie? Sachant que l'usage de ces antibiotiques dans un concept un petit peu aujourd'hui dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle le One Health, hein, une santé, dans attention à l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire pour éviter l'apparition de résistance en médecine humaine, est quand même un concept qu'il faut qu'on essaye de maîtriser. Et puis certains vont même jusqu'à se poser la question de la maladie de Lyme existe-t-elle vraiment chez le cheval? Vous verrez que cette question-là se base sur un certain nombre d'arguments dont on va pouvoir discuter. Quelques rappels rapides sur la maladie. La maladie de Lyme est une maladie qui est une maladie liée à une bactérie de la famille des spirochètes. C'est la même grande famille que les leptospiroses, je vous renvoie pour ça à la présentation qu'Albertine Léon vous a faite il y a une dizaine de jours sur cette maladie. La première identification chez le cheval, elle date de 1985, donc vous voyez que ce n'est pas une maladie très vieille, en tous les cas identifiée depuis très longtemps en tant que telle, et guère plus chez l'homme, à une dizaine d'années de plus. Elle s'appelle maladie de Lyme parce qu'elle a été identifiée la première fois dans une ville qui s'appelle Lyme aux États-Unis. L'agent responsable s'appelle Borrelia burgdorferi. Il en existe 18 espèces et vous verrez que par la suite on va avoir bien besoin de garder ça en tête, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Borrelia burgdorferi sensu stricto, donc c'est vraiment cette bactérie-là, et aussi Borrelia burgdorferi sensus lato, qui est la famille des Borrelia au sens large,
dans laquelle on retrouve deux cousines germaines de Borrelia burgdorferi, que sont Borrelia garini et Borrelia afzeli. Et ces deux bactéries, en fait, ont tendance à être vraisemblablement plus présentes en Europe qu'elles ne le sont aux États-Unis. Et ça a sa petite conséquence aussi sur les tests diagnostiques. Et donc, vous voyez qu'on a une diversité malgré tout d'agents infectieux. Et donc, ça a des conséquences sur la composition des kits de diagnostic qu'on va devoir utiliser. Et donc, sur le fait que les hommes et les animaux ne sont pas forcément atteints ou par les mêmes souches, ou en tous les cas que la répartition des différentes souches n'est peut-être pas la même dans les différentes parties du monde. La transmission de ces bactéries, de ces spirochètes, elle se fait par des tiques, et les tiques notamment du genre Ixodes, et en France, en Europe, c'est essentiellement Ixodes ricinus qui sévit. Certaines études ont montré que, assez étonnamment, Ixodes était plus résistante à la sécheresse quand elle s'était infectée de Borrelia. Ces tiques peuvent être infectantes pour le cheval ou l'homme, ou les bovins ou les chiens à toutes les étapes de leur stade de développement. Il faut au minimum, selon la littérature, 18 heures de contact de morsure entre la tique, et donc de morsure et pas de piqûre, entre la tique et les chevaux, et traditionnellement on parle plus souvent de 24 à 48 heures pour qu'il y ait une infection. Il peut y avoir des réservoirs de ces tiques, qui sont les petits rongeurs, les reptiles, et tous les oiseaux, notamment les passereaux. La problématique que l'on a aussi, c'est que ces tiques du genre Ixode ne sont pas porteuses et ne sont pas infectées et ne transmettent pas que l'agent de la borréliose, de la maladie de Lyme, mais elles peuvent aussi être infectées par des pyroplasmes, par exemple, ou par l'agent de Anaplasma phagocytophilum, qui est l'agent de l'ehrlichiose chez le cheval et chez les bovins Ixode. Et puis cette Ixode, on la rencontre pratiquement partout en Europe et son aire de répartition s'est considérablement élargie. Qu'est-ce qu'on observe comme symptômes chez les chevaux? En fait, il y a très très peu de cas décrits avérés dans la littérature. Il doit y en avoir 8 ou 9, et dont certains qui sont assez anciens, qui ont 10-15 ans, commencent à être un petit peu remis en cause, en disant mais peut-être que ça correspondait à plutôt une ehrlichiose qu'à une maladie de Lyme, etc. Chez l'homme, traditionnellement, on observe un érythème migrans, qui est des choses que vous pouvez voir là, par exemple sur le bras, sur cette forme un peu de cocarde qui a tendance à s'élargir au fil du temps. Donc ça, c'est assez facile chez l'être humain, puisque la peau est glabre, ou presque, donc sans poils. Chez le cheval, avec toute la pilosité, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a eu un ou deux cas où des vétérinaires et des propriétaires avaient appelé le vétérinaire parce qu'ils avaient vu ça sur la peau. Mais ça demande quand même beaucoup d'attention, et c'est un petit peu plus facile pour les chevaux à robe claire que pour les chevaux à robe foncée. Autrement, traditionnellement, sont décrits donc des boiteries tournantes, souvent qui passent d'un membre à l'autre, des arthrites, donc des infections de l'articulation, des formes d'hypersensibilité cutanée qui peuvent ressembler un petit peu à des, comme quand vos chevaux se font piquer par une nuée d'insectes là, avec plein de petits boutons sur la peau, des uvéites qui sont donc une inflammation de l'œil qu'on peut rencontrer aussi lors de leptospirose par exemple. Euh, on a aussi donc tout un syndrome fébrile, avec de la léthargie, de l'anorexie, donc le cheval qui ne mange plus, un peu de fièvre. Et puis, donc, ont été décrits aussi, de façon plus exceptionnelle, des hépatites, des avortements. En médecine humaine, il y a des cas de neuroborréliose qui sont décrits avec des paralysies des nerfs de la face, qui peuvent donner une espèce de ce qu'on appelle un rictus, comme si on avait un sourire un petit peu figé. Et puis, des troubles du comportement. Ça a été éventuellement rapporté dans un ou deux cas chez des chevaux, avec des chevaux qui devenaient brutalement immontables, alors que voilà, c'est des chevaux qui étaient traditionnellement très calme, et qui était par ailleurs monté par on va dire des gens de chevaux qui avaient vraiment l'habitude. Donc il y avait un vrai changement de comportement. Et puis se pose la question, mais là on a la même en médecine humaine, de l'existence d'une forme chronique avec de la méforme, une baisse de performance, etc. On ne sait pas si ça correspond vraiment à une forme chronique de la maladie ou à des symptômes qui apparaîtraient
très longtemps après la morsure par les tiques. Chez l'homme, on parle des fois d'une phase d'incubation de 10, 12, 15 ans avant de déclencher des symptômes. Donc se rappeler 15 ans après qu'on a été mordu par une tique, c'est quand même assez compliqué. Hein, et ça peut se manifester par des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fatigabilité, etc. Et c'est des fois des choses sur lesquelles on est amené à être interrogé aussi chez des chevaux contre-performants ou en baisse de forme de façon chronique. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui s'interrogent sur l'existence même de cette maladie qui serait la maladie de Lyme chez le cheval. Et ça se base essentiellement sur deux articles qui ont été publiés dans les années 2000, qui ont été menés par la même équipe, où on a infecté des chevaux expérimentalement. Ça, c'est un grand classique quand on fait des maladies infectieuses. On essaye de reproduire la maladie en infectant les animaux. Et donc, à chaque fois, les animaux sont devenus séropositifs, donc ils ont eu des anticorps, qui sont les marqueurs de contact entre l'organisme du cheval et la bactérie. On a retrouvé l'ADN de cette bactérie à différents endroits de l'organisme quand les chevaux ont été euthanasiés. Mais il n'y a eu aucun symptôme et aucune lésion qui n'ont pu être observés. Et dans une autre étude où il y a des essais thérapeutiques qui ont été menés, aucun symptôme là aussi n'ont été observés. Alors c'est des injections qui, alors on peut dire bah oui ça a été mal injecté aux chevaux. Là ils ont déposé sur les chevaux des tiques qui étaient elles-mêmes infectées de Borrelia. Donc on a mimé au plus près je dirais les conditions naturelles de contamination de ces chevaux. Donc voilà, alors la question peut être de dire, bah, est-ce que 9 mois, les chevaux les poneys ont été euh, observés pendant 9 mois, est-ce que ces 9 mois étaient suffisants ou pas? Ça c'est une vraie question. Si on pense que la maladie peut se décaler, est-ce que la quantité de Borrelia injectée dans les tiques et donc aux chevaux indirectement était suffisante? Voilà, il y a d'autres questions qui peuvent être naître. En tous les cas, il y a cette incertitude-là. On n'a pas réussi à reproduire expérimentalement la maladie sur des poneys ou des chevaux. Comment est-ce qu'on diagnostique malgré tout cette maladie de Lyme? C'est un vrai tour de force et c'est un vrai problème, y compris en médecine humaine. Le diagnostic, il est en général, on part toujours d'épidémie clinique. Donc, est-ce qu'en observant son cheval, en regardant, c'est pas facile parce que vous avez vu tout à l'heure, les symptômes qu'on a évoqués peuvent être des symptômes de plein d'autres maladies. Euh, le fait de ne pas avoir de tic ne veut pas dire que ça ne peut pas être une maladie de Lyme, mais à contrario, le fait de voir des tics sur votre cheval ne veut pas forcément dire qu'il est atteint d'une maladie de Lyme ou qu'il va développer une maladie de Lyme. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de Borrelia, fort heureusement. Et quand les symptômes se développent, la plupart du temps, on n'a pas de répercussions et la tique n'est plus sur le cheval depuis longtemps. Si on fait une prise de sang pour rechercher les globules rouges, les globules blancs, en général, il n'y a pas de signe très spécifique là-dessus, donc ça ne va pas être l'outil de choix. Donc on arrive à l'usage de la sérologie, c'est-à-dire qu'on détecte un petit peu les anticorps, donc la trace du contact entre le cheval et Borrelia. Il n'y a pas aujourd'hui de standard international qui dise, ben voilà, un sérum dont on est sûr qu'il est positif, que tous les laboratoires qui pratiquent pourraient utiliser, avec un laboratoire qui serait en limite de détection. On sait que pour que le cheval devienne positif après une morsure de tique et la transmission des Borrelia dans son organisme, il faut environ de 3 semaines jusqu'à 3 mois, ce qui est assez tard et d'habitude sur un agent infectieux classique, un virus ou une bactérie, on est plutôt entre 10 et 10-15 jours et puis 3 semaines maximum. Là, vous voyez qu'on est un peu décalé dans le temps, donc il faut faire attention à ça. Et puis quand les chevaux ont été traités et si ça a bien fonctionné, il n'y a pas forcément de décroissance de ce taux d'anticorps et les chevaux restent positifs plusieurs mois. Donc les grandes techniques classiques, c'est l'ELISA, vous en avez un exemple ici avec une plaque. Euh, Ça, il peut, en fonction des kits qu'on utilise, y avoir une grande variabilité des résultats. Euh, Lié, je vous renvoie au propos introductif, aux différentes souches et leur répartition, par exemple. Euh, il est important d'utiliser des kits qui sont validés dans l'espèce équine, pas de kits qui sont utilisés dans l'espèce humaine et adaptés, ni de kits rapides pour les chiens notamment, qui peuvent donner des réactions ou faussement positives ou faussement négatives.
De la même façon, et j'aborde et je clôt la discussion là, on ne peut pas utiliser ces kits chevaux pour dépister la maladie de Lyme chez l'être humain. On verra tout à l'heure que d'autres techniques peuvent éventuellement le faire, mais voilà, donc ça, c'est pas la peine de le demander, ce ne sera pas possible. Par ailleurs, pour les laboratoires qui pratiquent la médecine vétérinaire, il nous est interdit de pratiquer les analyses sur des prélèvements humains. C'est de l'exercice illégal de la médecine. Et donc, quand on le fait sciemment, on est passible de sanctions. Donc voilà, cette technique, elle est souvent la technique, je dirais, de première intention. Il y a une autre technique qui existe qui est l'immunofluorescence, qui donne des dilutions de positivité, ça c'est assez intéressant, mais par contre qui est très subjective dans son interprétation, c'est lu à l'œil, c'est assez compliqué. Et puis il y a le western blot, donc c'est des choses qui apparaissent comme ça avec des bandes, voilà, ici on a une ici, 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 hein. Et donc c'est souvent utilisé en médecine humaine comme en médecine vétérinaire comme un test de confirmation, avec un petit inconvénient sur le western blot, c'est que le coût est sensiblement plus élevé que l'ELISA. Est-ce qu'on peut cultiver cette bactérie? Eh bien non, malheureusement c'est une bactérie qui se cultive très mal, comme les leptospires d'ailleurs. Et puis donc l'autre volant pour diagnostiquer la maladie de Lyme, c'est de rechercher directement la bactérie, soit dans le sang, soit sur des biopsies de peau ou du liquide articulaire quand on a des arthrites. Donc ça, on peut travailler sur à peu près tous les matériaux. Euh, il est important de savoir dans ce cas-là si on détecte bien Borrelia burgdorferi sans stricto ou sans lato avec toutes ses copines. Et puis donc voilà, ça, on reviendra sur le choix du protocole pour travailler le sang par exemple, parce qu'on se rend compte qu'en fonction des quantités de sang qu'on prélève au laboratoire, hein, pas sur votre cheval, il peut y avoir des différences de sensibilité et donc de détection de l'agent pathogène. Il y a notre collègue Tom Divers qui a proposé, lui, une approche diagnostique. Il a eu au moins ce mérite-là, en 5 étapes. Est-ce que le cheval a pu être exposé à des tiques infectées? Est-ce que les signes cliniques sont compatibles avec la maladie de Lyme? Est-ce qu'il y a d'autres causes possibles ou pas qui pourraient expliquer les symptômes du cheval? Est-ce qu'il y a une réponse sérologique forte? Et enfin, est-ce que dans certains cas, l'identification de l'agent pathogène ou de lésion a été faite? L'identification de l'agent pathogène, on l'a vu, c'est essentiellement les PCR. Si on essaye de regarder un petit peu la réalité de terrain ou de voir comment est-ce qu'on peut répondre à ça, est-ce que le cheval a pu être exposé à des tiques infectées? Il y a des ixodes, il y en a à peu près partout en France, hein. Et puis un cheval, ça voyage beaucoup, donc compte tenu des délais d'apparition de la maladie, c'est pas forcément toujours facile de dire oui, il a pu être mordu ou pas par une tique, et est-ce qu'elle était en plus cette tique-là infectée? C'est pas, elle n'a pas un gyrophare sur la tête hein, qui dit qu'elle est infectée ou pas. Est-ce qu'il y a des signes compatibles? Vous avez vu que dans les symptômes, on a un petit peu de tout. Donc, est-ce qu'il y a des signes qui ne sont pas compatibles avec une maladie de Lyme? Ça, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres causes possibles? Il faut essayer d'être le plus exhaustif possible dans les investigations, hein, notamment rechercher des pyroplasmoses, des leptospiroses, entre autres, mais pas seulement. Hein, sur de la contre-performance, investiguer une contre-performance, ça peut être aussi voir s'il n'y a pas des problèmes pulmonaires, etc. Donc, on peut partir très vite et très loin dans des investigations qui peuvent être compliquées et onéreuses. Est-ce que la réponse sérologique forte? Oui, ça c'est intéressant, mais quel test utiliser? Et puis, dans certains cas, l'identification de l'agent pathogène a été possible. Et bien oui, mais vous verrez que ce nombre de cas est très faible. Et donc, dans tous les autres cas, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on s'en sort? Donc, c'est là qu'en fait, tous nos problèmes commencent. Si je prends quelques résultats qu'on a pu obtenir dans nos laboratoires sur des chevaux malades, vous avez là sur la gauche le nombre de cas soumis. Donc je me suis arrêté à 2007, l'année n'était pas complète. 2017, pardon, l'année n'était pas complète, donc c'est pour ça que c'est un petit peu baissé. Hein. Et puis vous avez le même tableau, mais en ramené à 100%. Hein. Et vous voyez qu'on a quand même des grosses différences, une augmentation sensible des choses, sachant qu'on utilisait les premières années des kits humains parce qu'il n'existait pas de kit spécifique chez le cheval, donc on utilisait des kits humains qu'on avait nous redémontés, retravaillés au laboratoire. Ensuite, on a utilisé des kits spécifiques pour les chevaux, mais qui ne détectaient que Borrelia burgdorferi sensu stricto. Et puis donc depuis fin 2016, début 2017, on utilise des kits
équins, mais qui font Borrelia burgdorferi sensus lato, c'est-à-dire Borrelia burgdorferi sensus stricto plus ces deux cousines. Et on voit que le nombre d'animaux positifs, et donc en rouge, et fortement positif en bleu, augmente. Et ça, on le revoit très bien là. Hein, on arrive à avoir 30% des chevaux qui nous sont soumis au laboratoire qui sont porteurs d'anticorps, donc de traces du contact entre le cheval et la bactérie. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous malades, ça veut juste dire qu'ils ont été en contact avec. Et on peut s'interroger de savoir si cette augmentation que l'on voit, elle est liée juste, y compris sur le nombre de chevaux qu'on analyse, elle est liée à une augmentation de la présence de la maladie ou si le pourcentage d'animaux positifs n'est pas plus lié à un changement et une amélioration des outils de diagnostic. C'est moi plutôt l'hypothèse que je ressens. Le Western blot, vous vous souvenez, c'est ces petites bandes qui apparaissent, donc on en fait quand même beaucoup moins. Vous voyez qu'on est passé de 30% de positifs à 25% de positifs, sachant qu'on ne fait des Western blot que sur les animaux qui sont ELISA positifs. Hein. Donc on est à 30% de 30%, c'est-à-dire 9% des animaux de la population. Donc on diminue déjà de beaucoup le nombre d'animaux qui seraient positifs. Ce qui veut dire aussi que si on considère que le Western blot est le kit et la technique de référence pour confirmer une ELISA, on n'a seulement qu'un animal sur 3 détecté par l'ELISA qui serait vraiment infecté et possiblement malade de maladie de Lyme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Aujourd'hui, on a une forte séroprévalence, c'est-à-dire un fort contact entre les chevaux et Borrelia. Hein, qu'il n'y a que peut-être 30% de confirmation des résultats d'ELISA par le Western blot. Et la vraie question, c'est est-ce que tous ces chevaux-là sont vraiment malades? Et puis là, on était sur des populations de chevaux suspects, malades, et qu'en est-il sur une population de chevaux qu'on pourrait qualifier de sains? Donc on a fait deux études là-dessus, une première avec l'université de Liège en Belgique. On a pris un peu plus de 300 chevaux qui n'avaient pas de signes évocateurs de maladie de Lyme depuis 12 mois. Vous voyez qu'il y a 22% de ces chevaux qui sont positifs, à la fois en ELISA et puis avec une autre technique, donc immunofluorescence, que plus ils étaient âgés, plus ils étaient positifs, ce qui voudrait dire que plus ils ont rencontré ou ils ont eu de risques de rencontrer un jour dans leur vie Borrelia burgdorferi. Ça veut dire quand même que si on prend une population de chevaux a priori sains, on a un cheval sur 5 qui est positif en anticorps en ELISA. Donc ça, et tout à l'heure, vous vous souvenez, on était à la même période d'études, on était sur 25 à 28% sur les chevaux malades, et là sur des chevaux sains, on est à 22% de positifs. Donc on n'est pas très très éloigné. Donc on peut s'interroger sur la signification d'une ELISA positive en maladie de Lyme. L'article qui a été issu de cette étude recommandait le traitement des chevaux uniquement s'il y avait eu une confirmation donc, par la technique du Western blot, et puis donc il manquait éventuellement des chevaux qui auraient été négatifs en Western blot, qui auraient pu être passés aussi en ELISA pour voir ce que ça donnait. On a fait une autre étude en partenariat avec le RESP, qui elle a pris 168 chevaux qui étaient que nous on avait reçus au laboratoire, soit avant des exportations ou avant des ventes, qui pouvaient a priori être considérés comme des chevaux sains. Hein. On les a passés avec deux kits, un Borrelia burgdorferi sensus stricto et l'autre Borrelia burgdorferi sensus lato. Vous voyez que les résultats, alors tous les deux spécifiques du cheval, sont quand même sensiblement différents. Hein. On détecte beaucoup plus d'animaux, notamment positifs, là qui est la partie verte, avec le Borrelia burgdorferi sensus lato, d'où l'importance de bien utiliser les kits les plus adaptés à la situation du pays ou de la région continentale dans laquelle on se trouve. On a eu le même travail où on a fait donc le comparatif entre les résultats de Western blot et les résultats d'ELISA. Hein. On les a tous passés et on voyait qu'on avait 28% donc, de chevaux positifs en ELISA et seulement sur la même population de 168 chevaux, 12% de chevaux qui étaient positifs en Western blot. Hein, donc on diminue quand même sensiblement le nombre de chevaux qui seraient potentiellement à traiter.
Donc ça, c'est quand même intéressant comme information. On avait donc un animal qui était douteux en ELISA qui s'est retrouvé positif en Western blot. Et de façon un petit peu plus embêtante, on avait 2 chevaux négatifs en ELISA qui étaient positifs en Western blot. Alors la vraie question est, est-ce que c'était des chevaux qui étaient des faux négatifs de l'ELISA ou des faux positifs de Western blot? Ça reste une éternelle question puisqu'on n'a pas de sérum de référence internationaux là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, ça veut dire quand même que si on utilise le Western blot en confirmation des ELISA, on a potentiellement un petit pourcentage d'animaux, 1,2%, qui pourraient passer à la trappe. Même chose, en disant, on essaie de comparer les outils, on compare 2 outils de Western blot différents. Là aussi, vous voyez que les résultats sont quand même très sensiblement différents. Euh, On a, notamment sur les résultats douteux là, avec le Western qu'on utilisait précédemment, on a bien diminué ces résultats douteux au profit, pour une part, des résultats positifs et puis surtout pour des animaux qui sont maintenant considérés comme négatifs. Hein, donc là aussi, importance des outils de diagnostic. Si on regarde après, sur 33 chevaux où on a pu faire les deux, on a un animal qui est discordant en fait, entre les deux. Et je vous disais tout à l'heure, on a suivi des chevaux, 3 chevaux après traitement pendant au moins 18 mois et ils ont tous eu encore des anticorps alors que cliniquement ils allaient très bien, ils étaient considérés par et leur vétérinaire traitant et leur propriétaire comme guéris. Si on recherche, on regarde ce qu'on a pu obtenir sur les résultats de PCR, donc d'identification directe de la bactérie, non plus de la trace de son contact avec les chevaux. On a fait déjà beaucoup moins, on a amélioré le taux de positif à partir du moment où on a retravaillé un peu la façon de gérer les sangs en prenant de plus gros volumes. On a aujourd'hui accumulé 6 positifs, donc 2 liquides synoviaux et 4 sangs. Et vous voyez qu'on était en 2016 sur 28% d'animaux séropositifs, donc qui avaient vu le contact chez les chevaux suspects hein, avec la bactérie, et seulement 0,25% d'animaux chez lesquels on pouvait retrouver cette bactérie dans le sang ou dans le liquide synovial. Donc on a une grande divergence de résultats. Et peut-être que c'est parce que, notamment quand on fait une recherche directement de la bactérie par PCR dans le sang, on est sans doute, la bactérie est sans doute plus présente dans le sang, elle est sans doute partie dans d'autres compartiments organiques du cheval. 2 mots pour arriver à boucler les choses sur le traitement et la prophylaxie. Donc, le traitement, il est basé sur des antibiotiques. Là aussi, Tom Divers, de façon assez consensuelle, propose 3 semaines de traitement, soit avec des tétracyclines, ou à défaut de la doxycycline et du ceftiofur. Euh, Ça, c'était une position très américaine. Aujourd'hui, doxycycline et ceftiofur ne sont pas recommandés du tout. Ceftiofur, parce que normalement, c'est un antibiotique qui doit être réservé aux cas vraiment compliqués sur lesquels il y a eu des antibiogrammes de fait, etc. Et des cas rebelles ou quand il n'y a vraiment rien d'autre qui existe. Donc, on ne peut plus les utiliser comme ça en première intention en France depuis quelques années. La doxycycline, la législation française fait qu'on ne peut pas l'utiliser normalement, même si elle est même très utilisée sur le terrain, parce qu'il existe donc des tétracyclines. Gros avantage par contre de la doxycycline, c'est qu'elle peut s'administrer péros par la bouche, alors que les tétracyclines c'est un peu plus compliqué, c'est des intraveineuses, ce qui nécessite soit la visite du vétérinaire régulière, soit l'hospitalisation du cheval. Et encore une fois, normalement, la doxycycline, comme il y a des tétrades disponibles, la législation ne permet pas d'utiliser la doxy. Et en plus, la doxycycline semblerait avoir une moins bonne, ce qu'on appelle biodisponibilité, donc il faut des doses un petit peu plus fortes. Et ça peut poser des soucis. Hein. La durée du traitement en pratique, c'est minimum 15 jours, 3 semaines si le traitement est précoce dès le début des symptômes. Et les traitements peuvent durer jusqu'à 4 à 8 semaines. Le traitement avec ces antibiotiques tétracycline et notamment est pas anodin. Il faut faire attention parce que en cas de surdosage, et ils arrivent très vite avec ces antibiotiques-là, on peut avoir des effets très néfastes. Hein. Il y a eu des cas qui ont été bien documentés en région parisienne, là, notamment, où il y a eu plusieurs chevaux de mort
sur de l'automédication avec simplement, avec plein de guillemets, un doublement de la dose. Hein. Donc attention, et notamment c'est des antibiotiques qui perturbent beaucoup la flore digestive. Et donc si votre cheval est sous tétracycline pour une maladie de Lyme et qu'il commence à avoir des crottins mous ou de la diarrhée, il faut rapidement appeler le vétérinaire avant que ça ne dégénère. Donc on l'a dit tout à l'heure, à mon avis, aujourd'hui peu d'intérêt du suivi de la décroissance des anticorps pour vérifier si le traitement est efficace. C'est simplement l'observation du cheval qui va vous y aider. La prophylaxie, c'est comment éviter que le cheval ne s'infecte. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour le cheval en France. Il y a des vaccins chiens qui existent par contre. Il y a des essais vaccinaux aux États-Unis qui pourraient être assez prometteurs. Mais ça ne nous permet pas après de distinguer les chevaux qui ont été vaccinés, qui seraient séropositifs, des chevaux qui auraient naturellement vu de la maladie de Lyme. Ce qu'on ne sait pas encore aussi, c'est avec quelle fréquence il faudrait faire les rappels. Et puis, sur des chevaux, est-ce que ce vaccin serait efficace sur des chevaux qui auraient déjà été infectés, hein, même s'ils sont plus porteurs de la bactérie. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas tout à fait la même répartition des souches. Aux États-Unis, ils ont essentiellement du Borrelia burgdorferi sensus recto. Nous, on a plutôt du Borrelia burgdorferi sensus lato, donc on n'est pas sûr en plus que ça marcherait à tous les coups en Europe. Autrement, autre moyen de se prémunir, retirer les tiques, mais pas toujours facile chez le cheval. Hein, notamment en rentrant, quand vous faites le pansage, vérifiez bien toutes les zones à peau fine. Hein, les tiques, elles sont un peu feignantes, mais elles aiment bien les zones où la peau est fine pour se mettre. Hein, donc le bout du nez, le bout des oreilles, comment le passage de sangle, tous les plis de peau au niveau du grasset, du coude, etc. Hein. L'usage des acaricides, donc des traitements anti-acariens, puisque les tiques sont des acariens. Il n'y a pas beaucoup de molécules qui sont autorisées chez le cheval et en plus leur durée de rémanence, c'est-à-dire d'efficacité au fil du temps, est assez courte. Donc ça oblige à une répétition d'administration. Et puis en plus, voilà, c'est pas comme des moutons qu'on peut tremper dans un bain facilement. Il y a quand même de la surface et on n'est jamais sûr d'en avoir suffisamment partout. Donc, les deux autres derniers moyens, c'est de lutter sur le biotope, hein, le lieu de vie des tiques, donc bien faucher là où vous avez des herbes hautes un peu folles, faire attention aussi aux petits buissons, etc. Et puis lutter, mais ça c'est valable aussi pour d'autres maladies, contre les réservoirs type petits rongeurs et autres, voilà, si vous pouvez en avoir le moins possible dans les écuries, c'est pas toujours simple, mais ça vous aidera aussi à lutter contre la leptospirose par exemple. Quoi retenir de tout ça? Qu'il reste plein de questions et ce qui est de temps en temps un peu rassurant, c'est qu'on se rend compte que on se pose peut-être les bonnes questions ou qu'en tous les cas, on n'est pas les seuls à se poser les questions et qu'elles sont partagées par l'ensemble de la communauté. Alors, ça ne nous aide pas toujours à trouver les réponses, mais au moins on se sent des fois un peu moins seul. Hein, notamment notre collègue Bartol qui avait publié un article sur la maladie de Lyme et on était arrivé à peu près aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que l'infection, c'est-à-dire le contact entre le cheval et la bactérie a sans doute très longtemps été sous-diagnostiqué. Maintenant, peut-être que la maladie de Lyme est aujourd'hui peut-être un peu sur-diagnostiquée. Hein, et bien joué sur la notion entre l'infection et la maladie. On a bien besoin d'une approche rigoureuse de cette maladie parce que le traitement est potentiellement impactant pour le cheval en termes de santé, de risque de déclenchement de diarrhée, etc. De coûts aussi, et puis pour ce volet de santé publique avec l'apparition de résistance si on surtraite les chevaux. Et puis qu'on a vraiment besoin d'améliorer les connaissances sur cette maladie, qui, je vous rappelle, est une maladie récente, en 1985, pour le premier cas décrit chez le cheval. Donc, on n'a pas beaucoup encore d'infos et qu'on espère avoir dans les années qui viennent une amélioration aussi des outils diagnostiques. Mais en attendant, il faut bien faire attention à utiliser des outils validés chez les chevaux au bon moment et de leur utilisation, et puis ne pas essayer de faire dire à ces outils de diagnostic ce qu'ils ne peuvent pas nous dire. Voilà, moi j'en ai terminé avec ce point sur la maladie de Lyme. J'ai vu qu'il y avait plein d'échanges sur le chat, donc il y aura sans doute plein de questions. Je vous rappelle juste, voilà, je vous les laisse après pour les prochains rendez-vous des webconf, avant de passer à vos questions.